Bonsoir chers mortels et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais comme tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve surtout pour parler top 10. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une thématique un petit peu particulière parce que ce mois-ci est un de mes mois favoris. C'est le mois d'octobre et c'est le mois de Halloween. Donc je vous ai concocté un petit top 10 spécial pour ce mois-ci. Et comme les canines qui ne se sont pas fixées sur mon visage ne le montrent absolument pas, nous allons faire un top 10 sur les vampires. Je vous ai sélectionné mes 10 films de vampires favoris et je vous lance dès à présent le défi de mettre en commentaire vos 10 films de vampires favoris dans l'ordre, évidemment. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça parce que la thématique du vampire est énormément traitée au cinéma et en plus c'est une thématique qui est très diversifiée, on a plein de propositions différentes. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. On se retrouve dès à présent pour la 10e position. Et en 10e position, j'ai mis un énorme classique de l'univers des vampires. J'ai mis Underworld. Underworld, c'est une saga qui a débuté en 2003 et qui compte aujourd'hui 5 films. Et c'est surtout une saga qui est vraiment dans un genre ultra gothique, mais très sexualisé, très esthétisé à la Matrix, qui est vraiment la saga de base quand tu te lances dans le film de vampire. Le premier film dure 2h01, les autres films sont un peu moins longs, et le premier film c'est vraiment le film iconique, même si personnellement j'apprécie beaucoup également le 3, donc Underworld 3. Il y a une esthétique hyper chevaleresque, médiévale dans le 3 que j'aime énormément. Dans Underworld, on suit Selene, qui est une vampire qui vit dans un univers qui est dominé par les vampires, et les vampires sont en guerre depuis des siècles contre les lycans qui sont des loups-garous. Selene, au milieu de cette guerre, c'est une guerrière impitoyable, tout le temps habillée en cuir, qui fait des mouvements au ralenti, exactement comme dans Matrix, hein, vraiment c'est Matrix au pays des vampires. Sauf que Selene, elle va tomber amoureuse d'un être humain, et que cet être humain va être mordu par un loup-garou, et elle va se retrouver tiraillée entre les deux univers. J'aime beaucoup parce que c'est super cliché, en soi c'est pas ultra développé, etc. Mais c'est très sympa dans le sens où il y a vraiment cette esthétique qui est très forte avec ce cuir et ce bleu qui sont omniprésents. C'est vraiment un grand classique de l'univers de vampires. Et il faut reconnaître que Selene, qui est incarnée par Kate Beckinsale, est vraiment devenue une icône du vampire en fait. Et de la femme vampire extrêmement sexy, moulée dans le cuir, mais plutôt moderne pour le genre vampirique. En 9e position, nous avons un film de 2013 qui dure 2h03, qui est un film qui a fait énormément parler de lui parce qu'il a une esthétique très particulière et parce qu'il a un côté assez contemplatif. C'est Only Lovers Left Alive. C'est un film qui, chez certains, je pense, sera beaucoup mieux classé que chez moi. Moi, j'avoue que le côté contemplatif m'a un petit peu refroidi sur le film, mais c'est un film qui est iconique et qui est très beau, avec un côté bohème, etc. On y suit deux vampires. Tout d'abord, Adam, qui est un musicien torturé, qui est complètement coupé du monde et qui est désabusé par l'évolution des humains du monde moderne. Il les appelle les zombies, et il a plus vraiment goût à la vie, en fait. Et il est en couple avec Eve, une vampire qui est incarnée par Tilda Swinton, et d'ailleurs, Adam est incarné par Tom Hiddleston, donc rien que le casting devrait vous convaincre. Amoureux, enfin, il est marié à Eve, qui depuis quelque temps est allée vivre à Tanger. Lorsqu'elle voit que Adam est un petit peu en difficulté avec le monde et qu'il a plus vraiment le goût à la vie, elle le rejoint à Détroit. Ils vivent quelques moments idylliques qui nous donnent des images absolument sublimes avec un mode de vie, pas du tout le vampire classique, cruel, etc. Un mode de vie très bohème, très artistique. De toute façon, il y a plein de références artistiques dans le film. C'est vraiment un film super référencé, super visuel, super artistique. Mais leur petit moment à deux, bohème, où ils profitent de la vie en buvant du sang, hein, voilà, clairement c'est le concept, va être bouleversé par la sœur de Eve, Ava, qui va venir un petit peu bouleverser leur quotidien et les ramener à leur réalité de vampire, hein, voilà. Franchement, c'est un film qui est très beau, qui est très contemplatif, qui est assez lent. Je l'ai trouvé sympathique, hein, très sincèrement, mais je pense que ce film n'a pas eu l'impact sur moi qu'il a pu avoir sur d'autres, et il n'a pas eu le même effet sur moi, ce qui fait qu'il n'est que en 9e position. En 8e position, nous avons enfin Monsieur Dracula. Il y a eu de très nombreuses adaptations du personnage de Dracula au cinéma, mais moi en 8e position, j'ai choisi de mettre celui de 92, c'est-à-dire celui de Coppola. Le film dure 2h07, il a une esthétique assez kitsch avec des costumes et des make-up qui sont assez travaillés, ce qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir un Oscar pour le maquillage et la coiffure dans le film. Il a également un casting de ouf avec Gary Oldman, Keanu Reeves et mon chouchou Anthony Hopkins, donc on a vraiment un super casting. Le film
est très sympathique, c'est une adaptation du roman de Bram Stoker, donc du roman Dracula. L'histoire est un petit peu toujours la même. Le comte Dracula vit depuis des millénaires dans son château, il a perdu sa femme et il est éploré depuis toujours. Et lorsqu'arrive dans son château un homme nouveau qui vient remplacer son ancien, on va dire, gestionnaire administratif, voilà, pour parler de façon moderne, il découvre que sa femme, Mina, ressemble énormément à la femme qu'il a perdue et se lance en quête de la conquérir et de l'ajouter à ses conquêtes, etc., de la transformer en vampire par ailleurs. C'est vraiment l'histoire de vampire classique, avec le romantisme de l'époque, vous voyez, et là c'est d'autant plus renforcé par l'esthétique, et c'est d'autant plus renforcé dans le fait que le film de Coppola ne diabolise pas du tout Dracula, et en fait plutôt un homme comme un autre, même s'il a vécu très longtemps et qu'effectivement il boit du sang, mais il le montre pas comme une bête, il le montre pas comme un sauvage ou comme un monstre, il le montre comme un homme torturé, qui a souffert, qui a certes une morale un petit peu moins élevée que la moyenne, mais il a vachement humanisé Dracula dans son film, et puis moi c'est surtout l'esthétique du film que je trouve absolument génial, les costumes sont sublimes, tout est hyper gothique, hyper classique, c'est génial, le film est très immersif en plus, les musiques prennent énormément de place, et big up pour le tout début du film où on revient sur la jeunesse du comte Dracula avant qu'il ne vieillisse et qu'il devienne un vieux vampire, où on a une esthétique pour son armure de cette espèce de légende noire du comte Dracula qui a réellement existé historiquement, hein, et qui a créé la légende du vampire ensuite derrière lui, qui est l'esthétique de l'armure est absolument géniale, et tout le début du film est juste topissime, avant qu'on en arrive au vieux Dracula, la version jeune de Dracula est juste topissime. Et en plus, on a Van Helsing qui est incarné par Anthony Hopkins qui est absolument parfait. Donc franchement, l'adaptation de 92 est une de mes adaptations favorites de Dracula. En 7ème position, on aborde de façon complètement différente la figure du vampire puisque je vais vous parler du film Grave de 2016. C'est un film relativement court de 1h39 qui a été réalisé par Julia Ducournau. Elle a réalisé un film dont je vous ai souvent parlé parce que je le supporte pas, c'est le film Titane, la Palme d'Or de l'année dernière que je n'avais vraiment pas apprécié, mais j'ai pas mal apprécié son film Grave qui revisite de façon beaucoup plus moderne et également visuellement très intéressante le mythe du vampire. On suit une jeune fille de 16 ans, Justine, qui est dans une famille où on est vétérinaire de père en fils et on est également très strictement végétarien. Elle a 16 ans, elle est surdouée et elle a réussi à avoir son bac en avance et elle rentre à 16 ans à l'école vétérinaire. Sauf qu'elle ne peut pas y couper, à l'entrée de l'école vétérinaire, tout le monde subit un bizutage et lors de ce bizutage, on va l'obliger à manger de la viande crue. Elle n'a jamais mangé de viande de sa vie et les conséquences que le fait de consommer cette viande crue va avoir sur elle sont complètement inattendues. Le film c'est une revisite du mythe du vampire mais qui est absolument fascinante, qui est magnétique visuellement, la façon dont ça a approché, le côté famille, végétarienne, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Le film j'y ai repensé pendant assez longtemps et je l'avais vraiment beaucoup aimé et pour le coup s'il y a bien un film qui aurait dû avoir la palme parmi les productions de Julia Ducournau, c'est celui-ci. On passe en 6ème position à un ou plutôt deux films puisque c'est un film qui est initialement suédois et qui a ensuite été retourné pour avoir une version américaine. C'est le film Morse de sa version américaine Laisse-moi entrer. Ces deux films racontent la même histoire, ils ont juste changé les noms des personnages et ils adaptent le livre Laisse-moi entrer qui est un livre suédois qui a été écrit par John Ashvide. Le film suédois est sorti en 2008 et il dure 1h54. Le film américain lui est sorti quelques années plus tard puisque quand quelque chose fonctionne à l'étranger, au lieu d'importer le film étranger, les Américains ils le refont. Donc il est sorti en 2010. Honnêtement, je préfère le film suédois, donc je préfère le Morse original. Morse, je crois que ça se dit d'ailleurs. Morse original, mais la version américaine, Laisse-moi entrer, est plutôt sympathique également. L'histoire, c'est un jeune garçon qui, dans la version américaine, s'appelle Owen et dans la version suédoise s'appelle Oscar, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Qui est pas très intégré, qui a pas vraiment de copains, qui subit du bizutage à l'école, etc. Qui voit aménager dans son immeuble une jeune fille qui, dans la version suédoise, s'appelle Ellie et dans la version américaine s'appelle Abby. Cette jeune fille, elle ne sort que la nuit, elle a pas beaucoup d'amis et finalement ils vont devenir confidents, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent que le soir devant l'immeuble et ils vont se rapprocher et ils vont devenir le confident l'un de l'autre. Sauf que tout au long se développe leur amitié, autour d'eux il commence à y avoir de plus en plus de disparitions inquiétantes. Le film est très intéressant, alors visuellement le film Morse, donc le film suédois, est beaucoup plus intéressant parce qu'il est très froid dans l'image, ce qu'on n'a pas forcément dans la version américaine de Laisse-moi entrer, mais l'histoire est très intéressante parce que c'est à travers le regard d'enfants. Vous savez, c'est un peu comme quand on rencontre des enfants qui parlent pas la même langue que nous, où on réussit à communiquer par la langue des signes et on est ultra tolérant et on n'a pas les stéréotypes qu'on peut avoir plus tard. Et bah là, dans ce film-là, on approche ça dans le sens où le petit Oscar, il est pas du tout refroidi par l'étrangeté de celle qu'il rencontre, et ils vont devenir amis malgré tout, et l'histoire est très touchante, et en plus la fin est particulièrement intéressante et clôture très bien le film. Donc si je peux vous recommander une version, je pense que je vous recommanderai la version suédoise, par contre. On en arrive à la 5ème position, et là c'est THE grand classique. Évidemment, c'est Entretien avec un vampire, l'adaptation du roman de Anne Rice avec ne serait-ce que
Brad Pitt et Tom Cruise. Je pense que c'est le duo iconique du cinéma et c'est leur film iconique à tous les deux. Le film qui dure 2h02 est sorti en 1994 et c'est devenu très rapidement un énorme classique. Il a une suite d'ailleurs, La Reine des damnés, mais je vous recommande pas la suite. Personnellement, j'aime pas du tout la suite. Le film est supra-gothique, avec un côté très romantique, des développements de personnages qui sont super intéressants, la façon dont est abordée l'immortalité qui est très intéressante, Brad Pitt et Tom Cruise qui sont absolument exceptionnels. Bref, je sais pas s'il y a grand chose à dire sur ce film, hormis que c'est une excellente adaptation du roman de Anne Rice, que c'est un film qu'il faut avoir vu, que je vous recommande à 100%, qui est vraiment très bon et qui aborde le mythe du vampire dans son plus grand classicisme, mais ça fait plaisir. On change complètement de ton, puisqu'on va aller du côté comique de la force des vampires, avec un film de Tim Burton, qui est le film Dark Shadows. Dark Shadows est sorti en 2012 et il dure 1h53 et j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film. Honnêtement, alors évidemment on a Johnny Depp, évidemment on a Helena Bonham Carter, comme toujours d'ailleurs, hein, c'est un film de Tim Burton, donc je crois qu'il peut pas faire autrement, il sait pas faire avec des acteurs différents de d'habitude. Mais on ne s'en plaint pas, évidemment. Le film de Dark Shadows est très drôle, revisite les codes du vampire mais dans un aspect humoristique en les tournant en dérision. Il y a plein de références qui sont extrêmement drôles. Sachez qu'en référence au film, on appelle tous le McDo Mephistopheles. Moi je trouve que le film est savoureux dans sa réalisation, il a ce côté gothique classique mais où on détourne les genres. En plus, on a Eva Green qui est supra sexy et magnétique comme toujours, vous me direz. Moi ça ne peut que me faire plaisir. J'ai beaucoup aimé Dark Shadows, alors je sais que c'est une adaptation d'une série que Tim Burton aimait dans son enfance, que c'est une version un petit peu revisitée pour un film. J'ai jamais vu la série originale et je me contente de Dark Shadows que j'apprécie énormément et qui me convient très bien comme il est. J'adore ce film, c'est vraiment un petit bonbon, un petit doudou que tu te regardes. Moi je le regarde souvent autour de Halloween, comme vous vous en doutez. Je le trouve super sympa et puis voilà, il y a ce côté Tim Burton quoi, soyons honnêtes. Et nous arrivons sur le podium puisque nous arrivons à la 3e position. Avant de vous révéler les 3 premiers films, sachez que j'ai énormément hésité au moment où j'ai préparé cette vidéo. En fait, mon top a changé 15 fois d'ordre, c'est-à-dire c'était toujours les mêmes films, il n'y en avait pas forcément d'autres que j'avais envie de mettre, mais mon top a changé 15 fois d'ordre et je sais même pas si ce top 3 que je vais vous présenter est destiné à rester indéfiniment, on va dire. Pour le moment, il me convient comme il est, mais si ça se trouve, j'aurais changé d'avis le mois prochain. Je trouve que le genre vampirique, en fonction du dernier film que t'as vu, de toute façon, ton préféré change parce qu'il y a beaucoup de très bons films qui sont très différents sur le thème. Bon, ça c'était la prévention, il est temps de vous dévoiler la 3e position. En 3e position, j'ai mis un film de 2009 qui dure 1h38 et pour lequel j'ai eu un coup de cœur il y a de ça plusieurs années. Je l'avais découvert complètement par hasard et c'est l'ambiance du film et surtout on va dire le background de l'histoire qui m'a énormément plu. C'est le film Daybreakers. Ce film a été réalisé par les frères Spearing qui ont réalisé notamment le film Prédestination qui est très sympathique et également l'un des Saw, le Saw 8 qui n'est pas mon Saw préféré par ailleurs. C'est 2 frères qui approchent principalement les thèmes de l'anticipation et de l'horreur et là ils ont proposé un mélange entre les deux en nous proposant un monde qui est dominé par les vampires et où la réserve de sang est devenue une manne qu'on cultive dans des fermes de sang, c'est-à-dire des fermes d'êtres humains. Je trouve que déjà le côté post-apo un petit peu dystopique est juste génial. En plus le vampirisme est mélangé à tout un concept un petit peu d'une maladie ou d'une pandémie, on n'en sait pas trop. En tout cas il y a des humains qui sont en résistance et qui essayent d'échapper aux vampires, qui développent des espèces de mutations étranges. J'adore l'ambiance du film en fait, j'adore tout le background qui a été créé, cet univers qui mélange le thème vampirique avec quelque chose de plutôt dystopique et futuriste. J'ai trouvé que l'idée était super et j'aime énormément ce film. En plus il a plutôt une belle esthétique, mais très dans le bleu également. J'ai l'impression que le bleu est une thématique de couleur qui correspond très bien aux vampires alors que moi j'y associe plutôt le rouge, vous voyez. Mais en tout cas je vous recommande Daybreaker si vous ne l'avez jamais vu parce que c'est un très bon film. En 2e position, là mon cœur a été déchiré donc j'ai mis les deux. J'ai donc mis les 2 versions de Nosferatu. La version de 1922 en noir et blanc et la version de 1979 en couleur. Il y a donc tout d'abord en noir et blanc la version de Murnau qui de par son esthétique over old school et son côté ultra malaisant provoqué par la photographie en noir et blanc et par les plans qui sont choisis et par la lenteur de certaines scènes et l'aspect extrêmement malaisant du conte Dracula puisque Nosferatu, le fantôme de la nuit, c'est le conte Dracula, c'est encore une fois l'histoire de Dracula. Franchement celui de 1922 il est malaisant au possible mais il est très intéressant comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime beaucoup le noir et blanc et je trouve que c'est sous-exploité dans le cinéma actuel. J'aime beaucoup cette version de Dracula, mais je pense que mon cœur balance un tout petit peu plus pour le Nosferatu, fantôme de la nuit de 1979, qui est donc celui de Werner Herzog, qui est donc un réalisateur allemand. Je l'adore ce film, j'adore l'esthétique qui a été donnée à Dracula, c'est dedans devant là, c'est super original et c'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué maintenant et le film est ultra malaisant et les repas de la peste qu'il y a sur la fin qui sont obsédants au niveau esthétique. Pareil pour l'exploitation des catacombes dans le film qui sont super
hyper malsaine. Enfin bref, j'adore ce film, j'adore ces deux films de toute façon. Si vous n'avez jamais vu les deux versions de Nosferatu, ne soyez pas rebutés par le fait que ce sont des vieux films, ne soyez pas rebutés par le fait qu'ils sont en noir et blanc. Laissez-vous tenter, celui de 1922 est terrifiant. Et vraiment donne un autre regard sur Dracula, et celui de 1979 a plein d'idées esthétiques et de plans qui sont obsédants. Bref, j'adore ces deux films, j'adore ces deux approches du thème vampirique de Dracula. Avant de passer à la première position, je vous propose de revenir sur les mentions honorables de ce top 10. J'ai tout d'abord mis des séries, puisque c'était un top 10 films, je n'ai pas mis de séries, mais il y a des séries qui sont intéressantes sur le thème vampirique. Évidemment, tous les férus de Buffy me citeront Buffy contre les vampires, mais j'aime pas, je suis désolée, je n'aime pas Buffy contre les vampires. En fait, c'est pas ma période, je suis vraiment désolée. Donc voilà, il y a Buffy contre les vampires, mais moi, c'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout ma période. Je reconnais par contre que c'est un ultra classique du thème vampirique. Tant qu'on est sur l'ultra classique du thème vampirique, on va faire quelque chose qui est plus de mon époque. Les Twilight, évidemment, je me retrouve bien évidemment obligée de les citer. Si voilà, Twilight, c'est pas une référence dans le traitement du vampire, mais, ils ont quand même proposé de réinventer le vampire avec un vampire qui brille dans la nuit et qui ressemble à un mec couvert de diamants. C'est intéressant, voilà. Les films ont eu un tabac énorme, et on peut comprendre, enfin moi j'étais ado à l'époque, et oui, j'avais choisi mon clan, et oui, j'étais team Jacob, parce que le mec, il est quand même beaucoup plus sympa que l'autre, et puis au moins il est pas immortel. C'est pas le moment de revenir sur des vieilles querelles, il y a aussi Twilight, voilà. Grand classique toujours, nous avons Blade, les différents films, et Blade va revenir dans le MCU en 2023, aux côtés de Kit Harington qui devrait faire le Chevalier Noir qui était apparu à la fin de Eternals d'ailleurs. Donc j'ai hâte de voir cette nouvelle version de Blade, parce qu'honnêtement, je suis pas une fanatique des premiers films Blade, ils sont sympas, mais sans plus. Il y a aussi un Dracula que je vous ai pas cité, mais qui est également un grand classique, c'est celui de 1931. Je l'aime beaucoup également, mais il a moins d'identité, je trouve, que ceux que je vous ai cités dans le top, mais bon, c'est quand même un grand classique. Un film bizarre mais sympa, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'est bizarre, mais c'est sympa. Voilà, le titre est nul. Par ailleurs, ils auraient dû appeler ça autrement. Pas mettre Abraham Lincoln dans le titre, ça aurait dû être une surprise de savoir que c'est Abraham Lincoln. Mais honnêtement, le film est pas si mauvais que ça. Par contre, Dracula Untold, c'est très mauvais. Voilà, tant qu'on était sur les adaptations de Dracula, j'aurais dû vous en parler. Au départ, d'ailleurs, je vous ai dit que je vous parlerais de séries et j'ai complètement divagué sur Buffy contre les vampires et sur les classiques. Il y a la série The Strain, qui est une série de Guillermo del Toro que j'adore, comme vous le savez. Et franchement, la série The Strain est très sympathique, et si vous ne l'avez jamais vue, elle aborde vraiment le vampirisme d'une façon complètement différente. Plus récent de Flanagan, il y a Les Sermons de minuit, qui est donc la série de Flanagan featuring Netflix de l'année dernière. Chaque année, Flanagan fait une série pour Netflix, une série horrifique. La série de l'année dernière, c'était Les Sermons de minuit. Et là encore, c'est une façon très intéressante d'aborder le vampire. J'ai d'ailleurs très hâte de la série de cette année, qui est Midnight Club. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur Netflix, vous avez également Blood Red Sky, qui est pas transcendant, mais qui est original dans son traitement du vampire. Et pour finir sur les mentions honorables, bien évidemment, Le Bal de l'Enfer, sur lequel je vous ai fait une incroyable vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus sur ce film de vampire. Incredible, absolutely incredible. Et nous en arrivons à mon numéro 1, mon film de vampire préféré qui n'en est pas vraiment un. Puisque c'est le film Je suis une légende qui est sorti en 2007 avec Will Smith, et ce n'est pas vraiment, ou pas uniquement, un film de vampire. Je suis une légende est un film qui dure 1h41, qui raconte l'histoire d'un homme seul, qui semble être le dernier homme d'une planète qui a entièrement été contaminée par un virus, et qui oblige les personnes contaminées à rester dans le noir et n'attaquer que de nuit. Ces personnes peuvent du coup transmettre le virus en mordant autrui. Je pense que vous voyez déjà la ressemblance avec le thème vampirique. Il faut savoir que ce film, qui a rencontré un très grand succès au moment où il est sorti, est adapté d'un livre qui assume complètement de proposer des antagonistes qui mélangent le mort-vivant et le vampire. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le film Je suis une légende, même si je sais, grâce à Horizon Universe, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est super enrichissant, que le film adapte hyper mal le bouquin, donc il faudra un jour que je lise le bouquin, mais moi j'ai bien aimé le film au moment où il est sorti, c'était vraiment l'âge d'or de Will Smith d'ailleurs à l'époque. Le film est très sympathique, je l'ai revu plusieurs fois et je l'aime beaucoup, c'est un film qui est efficace dans sa réalisation, qui est beau visuellement, il y a de l'action, etc. Et c'est surtout la façon dont ils abordent ces espèces de mort-vivant vampire que je trouve originale et différente. Et en soi, si la série The Strain de Guillermo del Toro est une série vampirique, ce film-là aussi traite du thème du vampire, parce que c'est un petit peu, ça se ressemble, c'est-à-dire l'aspect maladie, on va dire, le vampirisme qui se transmettrait par une sorte de maladie, qui serait donc une sorte de virus. Je trouve ça super intéressant comme façon d'aborder le thème vampirique, et je trouve que du coup, regarder le film Je suis une légende en se disant qu'on regarde un film de vampire, c'est super intéressant, d'autant plus que le vampire n'est pas le héros. Le vampire est le méchant, et ça j'aime bien. Dans la plupart des films, le vampire est le personnage principal, même s'il est le méchant, même s'il est l'antagoniste. Dans Dracula, il est l'un des personnages principaux. Là, c'est pas du tout le cas, ce ne sont qu'une masse d'antagonistes, on va dire, non identifiés, et le héros est l'humain. Et je trouve ça super intéressant. Bon, c'est aussi d'ailleurs le cas plus ou moins dans Daybreakers. J'ai remarqué que dans les films que j'aime bien sur les vampires, c'est souvent le cas. Effectivement.
Donc si vous ne connaissez pas le film Je suis une légende, personnellement je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas le livre qui est sorti en 1954, je ne l'ai pas lu, mais il semblerait qu'il soit très bien et qu'il aille bien plus loin que le film. Il faudra un jour que je me l'achète et que je le lise, vraiment, je n'ai pas le temps, mais il faudra vraiment un jour que je le fasse. J'aime vraiment beaucoup le film. Le risque serait que je me rends compte à quel point le film a mal adapté le livre et que je n'aime plus autant le film que je ne le pensais. Mais bon, on verra bien si ça arrive. En tout cas, c'était ma première position. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo top 10 jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris le temps de laisser en commentaire votre top sur les films de vampires que vous préférez. C'est toujours super enrichissant de voir que déjà on n'a pas du tout les mêmes tops, tous, là c'est toujours très différent. Et puis surtout ça me permet de découvrir des films que je ne connaîtrais pas ou de me redonner envie de voir des films que je n'ai pas vus depuis longtemps. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont à vous. Je suis super contente de vous avoir fait ce thème vampirique parce que c'est vraiment un thème de film que j'apprécie énormément et puis le vampire est un personnage du folklore que j'adore et que je trouve super intéressant et en plus aujourd'hui on peut lui faire plein de choses et le mettre dans plein de genres, donc c'est super intéressant. Petit point que je me suis rendu compte pendant que je tournais, si je n'ai pas regardé la caméra, je suis vraiment désolée mais je vois que des points flous. Ceux qui ont des lunettes et qui ont une très mauvaise vue me comprendront. Je pense que je ne reproduirai pas l'expérience de filmer sans lunettes avant un bon moment parce que je vais me taper une énorme migraine. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous voulez me soutenir dans ma souffrance de personne qui a passé 1 heure sans ses lunettes, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, c'est juste en dessous. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des posts communautaires et des moments où je vais en live. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, si possible particulièrement horrifiques. Joyeux mois d'Halloween à tous et nous on se dit à très vite. Est-ce que je ne vois rien sans mes lunettes? Absolument! Alors, je suis aveugle sans mes lunettes. Mais avec les lunettes, ça casse et tout. Attendez, je vous montre. Regardez. Voilà, ça casse tout. Non, c'est pas possible. J'ai pas fait des efforts pour rien. De vampire. Et je vais vous montrer mes canines. Elles sont trop mignonnes. Elles sont dans une petite boîte, comme ça. Vous voyez? Et elles sont bien faites. Je sais pas si vous les verrez. Normalement... Oh là, il y en a deux. Bah, les deux sont venus ensemble. Mais elles se clipsent sur la dent. Et c'est réel comme résultat. Sauf qu'elles tiennent pas. Oh, j'ai tout fait tomber. Bon, j'espère que le chat va pas les manger. Qui a certes une morale un peu moins, disons... vraiment, j'y vois rien du tout. Ça se trouve, ma vidéo, elle est même pas nette. Mince, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié, mais ça se trouve, ma vidéo, elle est même pas nette. Si ça a l'air d'aller, il a fait la mise au point. Et comme vous vous en doutez, cette jeune fille, elle est une... vampire. Oui, mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un moustique. Chasse! Chasse le moustique! Allez! Zou! Attaque! Tac! T'as pas besoin de moi, moi je sais pas chasser. En fait, je suis pas un vampire, je suis une sorcière et j'ai mon petit chat de sorcière. J'y vois rien! J'y vois rien. J'aurais dû... C'est dommage qu'elle soit pas plus puissante, ma lampe rouge. J'espère que c'était bien. Je revis totalement. Ah. Bon, j'ai un live, je vous laisse.